passe la parole à Madame Boussadani de Tanger, professeure dans le service de Monsieur Olmate. Et elle va nous parler des infections rétrovirales, l'infection VIH chez l'enfant, l'expérience de Tanger. Donc, vous avez 15 minutes, Madame. Salam alaikum. Donc, merci, professeur Ben Chakroun. Merci au bureau de l'APF et merci à professeur Hida pour nous avez donné l'occasion de partager avec vous l'expérience du service en matière de prise en charge du VIH chez l'enfant. Donc, sans trop tarder, donc, je vous rappelle que la transmission chez l'enfant du VIH, c'est souvent une transmission mère-enfant. Le tableau clinique, comme on va voir à travers les cas cliniques, c'est souvent non spécifique. Le challenge des pédiatres et des médecins référents de faire le diagnostic précocement afin d'assurer un traitement précoce, tout ça pour éviter la tragédie. Donc, l'évolution de l'infection au cours du temps, elle est liée à deux paramètres, donc la charge virale et le taux de CD4. Et bien sûr, chez l'enfant, les décès, généralement, c'est souvent avant les 5 ans, en absence de traitement. Donc, je ne vais pas revenir sur les signaux cliniques. Donc, c'est les signaux cliniques qui vont être tout au long des présentations en matière de déficit immunitaire qui doivent faire penser au déficit immunitaire par VIH. Donc, le premier cas clinique, c'est un nourrisson de 12 mois. Il est issu d'une mère qui est porteuse d'une infection rétrovirale. La maman, elle est sous traitement. Elle a reçu sa prévention de transmission contre le virus à la naissance. On a déjà fait une charge virale à la naissance, une autre charge virale à 3 mois et qui se sont revenus négatifs. Là, la maman, elle part dans un site pour le dépistage et elle vient nous voir pour une sérologie à 12 mois qui est positive. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, rien. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu demandes est-ce qu'elle a allaitement maternel ou artificiel? Mais quand même, elle a 12 mois. D'accord. Donc, on pouvait ne rien faire, mais quand même, on allait demander une autre PCR pour être sûr que le virus n'est plus là. Et effectivement, c'est une PCR qui est négative. Donc, on a rassuré la maman et on a prévu une autre sérologie VIH à 18 mois qui est s'avérer négative. Donc, la sérologie qui était positive chez le nourrisson, c'était que les anticorps maternels de la maman qui circulaient jusque-là dans le sang du bébé et celui-là n'était pas infecté. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, pour vous rappeler que le diagnostic du VIH avant 18 mois, il passe essentiellement par un test PCR qui doit être positif et s'y refait toujours positif pour garder le diagnostic. Sinon, le test rapide, ça témoigne d'une activité sérologique qui peut être liée que juste à la présence d'anticorps maternels. Donc, il ne faut pas paniquer, surtout si l'enfant va bien, demander une charge virale avant de retenir le diagnostic. Les choses après 18 mois elles sont différentes parce qu'un test rapide, il témoigne des anticorps de la personne, du nourrisson qui dépassait les 2 ans, et un test rapide négatif, généralement, il peut éliminer en absence d'allaitement maternel récent. Et bien sûr, s'il est positif, là, généralement, on part à une autre technique qui est le Western blot avant de dire est-ce que l'enfant est infecté, oui ou non. Donc, deuxième cas clinique, c'est Youssef, c'est un nourrisson de 8 mois qui nous a été adressé du centre de santé pour la persistance d'un abcès post-vaccinal. À l'examen, il était tonique, réactif, avec une bonne prise pandérale. La maman, à l'interrogatoire, rapporte qu'elle a une toux depuis 1 mois et pour laquelle elle a été mise sous corticothérapie inhalée. Donc, à l'examen, comme vous voyez, c'est un aspect de quoi? Un aspect de BCG, effectivement. Donc, devant un BCG, on a tous appris à travers les cours de professeur Bousfeha qu'il faut demander une sérologie VIH. Donc, la sérologie était positive. Le bébé, il avait à peine 8 mois. Donc, on est multidisciplinaire. On a demandé une PCR qui est positive avec un taux de CD4 quand même qui est à 300. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait à ce stade? 8 mois, aspect de BCG avec diagnostic récent de VIH. On ne fait rien. On commence le traitement. Lequel? Oui, quelqu'un a une autre proposition? Dépistage familial? Oui, on peut le faire. Mais c'est quoi l'urgence? Quand même, gardez en tête que l'enfant, il tousse depuis 1 mois. Et elle a un aspect de BCG avec un taux de CT4 qui est quand même à 300.
Donc, il faut quand même aller chercher une tuberculose, oui, logique. Donc, sa radio, elle montrait un aspect de miliaire tuberculeuse. Et la maman, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'elle était connue séropositive. Elle avait le traitement avant le mariage, mais vu qu'elle ne voulait pas dire au mari son statut, elle a arrêté le traitement pendant la grossesse. Et bien sûr, elle a continué allaitement maternel, vaccination par BCG, et c'est le bébé qui en a enduré les conséquences. Donc la tuberculose, l'association entre tuberculose et VIH, elle est très fréquente. Donc elle est à rechercher systématiquement au diagnostic et aussi au suivi. Devant tout enfant vivant avec le VIH, recherchez une tuberculose, et devant toute tuberculose récemment diagnostiquée, pensez à demander au moins une sérologie VIH. Pourquoi? Parce que les signes ne sont pas spécifiques, et si jamais le malade n'est pas dépisté en matière de cette infection opportuniste, le décès il peut être survenu en absence de traitement. Donc les signes sont souvent mélangés entre la fièvre, la toux, l'altération de l'état général. Souvent l'IDR, si on la demande, elle est souvent négative. C'est pour ça donc l'OMS a tracé un test de dépistage qui s'appelle le dépistage à 4 signes. Donc chez l'enfant jeune, c'est la prise pondérale qui est insuffisante, c'est la fièvre, c'est la toux, ou bien un antécédent de comptage tuberculeux. Chez les adolescents, c'est plutôt la perte de poids. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que sûrement vous allez dans votre consultation recevoir des enfants séropositifs. Toujours on demande, est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez des sueurs nocturnes? Tout au long du suivi, parce que la tuberculose, c'est toujours un challenge pour les médecins suivants. Donc les moyens diagnostiques, ce sont eux que vous connaissez, donc les moyens bactériologiques ou bien sans preuve bactériologique. La particularité de l'enfant suivi pour VIH, c'est le test antigénique urinaire. C'est un test rapide, donc c'est un test qu'on peut faire même en consultation, le FLAM. Donc il permet de rechercher la présence du BK dans les urines en quelques minutes en consultation de suivi. Donc bien sûr, après, qu'en est-il du traitement? Vous avez dit on va les traiter. Donc en absence de signes, toujours un enfant vivant avec le VIH, il doit recevoir une prophylaxie ou bien une prévention de la transmission de la tuberculose. Et s'il est symptomatique comme notre bébé, il devait recevoir un traitement par les antibacillaires. Donc pour la tuberculose active, c'est 4 médicaments toujours. Et bien sûr, il faut faire attention à la rifampicine avec la réaction avec les antirétroviraux par la suite. Et même en absence de signes cliniques, toujours, un enfant vivant avec le VIH, il doit au moins recevoir un traitement par l'isoniazide pendant 6 mois, idéalement au diagnostic. Et on peut même après avoir besoin de revenir faire Z-cure. Donc, ce sont les recommandations de l'OMS. Quel que soit le degré d'immunodépression, quel que soit le statut avec ou sans traitement antirétroviraux, donc toujours une prophylaxie, elle est obligatoire. C'est bon? Donc pour la tuberculose, je pense que c'est le challenge qu'on veut vous passer aujourd'hui. Donc pensez à la tuberculose chaque fois que vous avez un enfant suivi pour le VIH et vice-versa. Donc troisième cas clinique, donc c'est IED. C'est un nourrisson âgé de 20 mois. Sa grossesse, elle est dite suivie. Elle est née par voie basse. Il est vacciné selon le programme national d'immunisation. Son père il est décédé 2 mois avant sa naissance et il n'a pas de comptage tuberculeux connu. Donc il y a des consultes pour une toux chronique avec une altération de l'état général et fièvre et un retard staturopondéral et muguet buccal récidivant. Je pense là le tableau il est un peu plus ou moins complet d'un déficit immunitaire et premier examen c'était de demander un test rapide qui est revenu positif avec une radio quand même qui est pathologique. Donc à votre avis, par quoi on commence? Elle a 12 mois. D'accord. Donc le bilan paraclinique qui a été demandé, il a montré une cytolyse hépatique, un quantiféron positif et avec une charge virale acétomégalovirus qui est positif dans le cadre de la recherche des infections opportunistes. Donc la problématique qui se posait devant ce bébé, par quoi on va aller commencer? Est-ce qu'on va traiter le CMV? Est-ce qu'on va aller commencer les traitements antirétroviraux ou bien la tuberculose? Et qu'en est-il de l'hépatite? Donc la proposition qui a été faite selon les recommandations, c'est de traiter tout de suite l'hépatite par le ganciclovir et en attendant l'amélioration, aller instaurer un traitement antibacillaire avant d'aller penser à mettre un traitement antirétroviral qui n'a jamais été une urgence. Et bien sûr, ne pas oublier la prophylaxie par le cotrimoxazole. Donc, toujours, il y a un délai entre le traitement par
les antirétroviraux et les infections opportunistes pour vous dire que ça n'a pas été une urgence de traiter le virus, mais plutôt les infections opportunistes. L'autre scénario qui était probablement souhaitable, c'est de surveiller la grossesse, c'est de prendre une prévention à la naissance, surtout cette notion de père qui est décédé avec un âge jeune et on n'a pas de documents. Donc, je passe sur ce cas. Donc, le 5e cas clinique, donc Ryan, il a 11 mois, il est hypotonique dès la naissance. Il a été adressé en consultation de neuropédiatrie pour une régression psychomotrice depuis l'âge de 6 mois, avec à l'examen une peau marbrée, une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique. Donc, la consultation, le médecin a demandé une IRM cérébrale qui parlait d'une atrophie cortico-corticale avec hypomyélisation et une étude génétique avec étude de LCR, ils ont été faits et la piste diagnostique était sur un syndrome des cardies-gouttières. Un mois après, donc Ryan il a fait 2 épisodes de pneumopathie avec un muguet buccal, ce qui nous a fait penser à un déficit immunitaire avec la cachexie bien sûr qui s'est installée et le test rapide était positif avec une charge virale qui était énorme. Donc probablement c'est une encéphalopathie à VIH. Et bien sûr, le bilan de la recherche de l'infection opportuniste était en faveur d'une infection à CMV qu'elle a reçu le ganciclovir. 2 mois après le début des antirétroviraux, on a noté une amélioration et puis il y avait la réapparition de la fièvre avec une détresse respiratoire et de nodules osseux-cutanés. Donc, à votre avis, de quoi peut s'agit-il? On avance, pas interactif, s'il vous plaît, c'est une conférence. D'accord. D'accord, donc la charge virale, de façon contradictoire, elle était en cinétique de baisse et ça nous a fait penser soit à une tuberculose, soit à un syndrome de restitution immunitaire. Et vu les critères diagnostiques, donc c'était un syndrome de reconstitution immunitaire et le patient a été mis sous antirétroviraux avec une bonne amélioration clinique. Donc, 6e cas clinique, Reda, elle a 11 ans. C'est une sœur qui est décédée au diagnostic. Elle est sous antirétroviraux depuis 2019 avec une charge virale indétectable. Et en 2021, il fait apparaître des adénopathies latérocervicales et de fissures nocturnes. Donc, on a fait rechercher, le BK n'était pas concluant. Il n'y avait pas de tuberculose. Est-ce que c'est un syndrome de restitution immunitaire? On est parti faire une biopsie et c'était une maladie de Hodgkin stade 4 chez cet enfant. C'était ni l'un ni l'autre. Donc, Yazid, 13 mois. Donc, il est adressé en consultation pour un test rapide positif. Il n'était pas symptomatique avec un bon poids et une bonne taille. On a fait une charge virale avec un taux de CD4 qui était correct et on s'est demandé est-ce qu'on traitait oui ou non. Donc, pourquoi? Pour vous dire que normalement, les enfants moins de 2 ans doivent tous être traités et en plus, ceux qui ont un stade un peu avancé. Donc, on a recherché les infections opportunistes, elle était sans anomalie. On a mis Soziniazide pour sa transmission tuberculose. Et après 2 semaines, on a commencé le traitement antirétroviral avec une charge virale qui est satisfaisante. Avant de mettre en route un traitement par les antirétroviraux, on fait un bilan biologique avec un examen clinique. Et on a des cibles thérapeutiques auxquelles il faut prescrire, avec bien sûr des recommandations que vous pouvez consulter sur le site du ministère. Donc, dernier cas clinique, donc Madame Hamida, elle a 32 ans, elle est enceinte, et elle vient pour accoucher. Et à la salle de naissance, on découvre un test rapide qui est positif. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de ce bébé qui va naître. Donc, pour vous dire que la transmission mère-enfant reste la seule arme, si vous voulez, pour pouvoir lutter contre le VIH de l'enfant. Et bien sûr, il faut tenir pour classer le risque de différents facteurs maternels, placentaires, avant de décider qu'est-ce qu'on va mettre de ce bébé. Généralement, on a recours aux antirétroviraux à la salle de naissance. Et bien sûr, en fonction du poids, on traite. Et le suivi par la suite, c'est des PCR, minimum 2-3 PCR pour dire que l'enfant n'est pas infecté et annoncer aux parents que les choses ils vont bien. L'éducation thérapeutique, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que le dernier cas clinique, il va parler de Malek, il a 13 ans, il est sous antirétroviraux avec une charge virale négative. Elle a été souvent adressée en consultation du psychologue, mais souvent elle la rate parce que le papa ne veut pas l'amener. Et le premier contact, malheureusement, avec la psychologue était après une crise d'hystérie, où est-ce que la patiente a lu le prospectus des médicaments, elle est partie chercher sur Internet et elle a découvert sa maladie autrement.
Donc, l'annonce diagnostique, ça se prépare, ça se fait avec plusieurs séances avec la psychologue. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la psychologue qui travaille avec nous, Mme Zineb, qui fait beaucoup d'efforts avec ses enfants pour assurer la transition par la suite avec l'adulte en bonne due forme. Donc, j'ai essayé de faire une synthèse rapidement. Donc, premièrement, toute suspicion de déficit immunitaire doit passer par une sérologie. Le diagnostic biologique, avant 18 mois, il fait appel à la PCR. La tuberculose, elle est à rechercher au début de traitement et à chaque consultation. Tout enfant doit recevoir de l'isoniazide au moins une fois de sa vie. Le traitement par les antirétroviraux n'est pas une urgence. La grande urgence, c'est de dépister les infections opportunistes qui engagent le pronostic vital. Le syndrome de restitution, pensez surtout si le malade s'altère après une amélioration. La PTME est obligatoire, quel que soit le statut de la maman séropositive. Et bien sûr, la trithérapie est prescrite à vie. Et pensez à l'annonce, parce que c'est une étape primordiale. Et je vous remercie. Merci, Madame le professeur Boussatani, pour ces cas cliniques qui sont très démonstratifs. Donc, on a un petit moment pour la discussion. Je profite du micro pour insister sur des points importants. On ne dépiste jamais, enfin, on ne fait pas de test systématique chez la femme enceinte et c'est très dommage parce qu'on ne peut pas lancer la prévention transmission mère-enfant si on ne connaît pas le statut des mamans. Et malheureusement, au Maroc, malgré la qualité de prise en charge du VIH, les ARV sont disponibles, ils sont gratuits, les soins sont gratuits et tout ça. C'est l'enfant qui encore fait découvrir la maladie des parents, ce qui est trop tard. C'est signe un échec du programme national de lutte contre le sida. Donc on doit tous œuvrer pour que les pédiatres soient, soient chômeurs en matière de prise en charge du VIH, chose qui ne se passe pas encore, malheureusement. Vous avez insisté, Madame Boussatani, sur la prophylaxie contre la tuberculose. Mais moi, avant la prophylaxie et le dépistage de la tuberculose, pour un médecin généraliste qui est en périphérie, qui a diagnostiqué un cas d'enfant VIH ou bien d'enfant exposé au VIH sur une simple sérologie, la sérologie moins de 18 mois, elle n'est pas un test de confirmation, mais elle dit que l'enfant il est exposé, il faut au moins commencer le cotrimoxazole. Le cotrimoxazole qui lutte contre deux maladies qui tuent l'enfant, le pneumocysgiurvécie et la toxoplasmose cérébrale. Et il peut réduire le décès chez ces enfants de plus de 40%. Il y a maintenant 12 centres référents pédiatriques en matière de prise en charge VIH au Maroc, là où on pose les ARV. Mais avant de commencer les ARV, si un médecin rencontre ce genre de malade, donnez-lui la chance de vivre et mettez-le sous cotrimoxazole. Alors, la confirmation pour l'enfant supérieur à 18 mois, on a revu les guidelines du ministère de la Santé. On ne passe plus par le Western Blot parce que c'est un examen cher qui retarde la prise en charge et de toute façon, on va avoir recours à demander la charge virale et les CD4. Donc, la confirmation, on va demander la charge virale, autant le faire, et ne plus demander le Western Blot qui est fait maintenant pour des cas spéciaux. Et maintenant, les CD4, la charge virale, elle est disponible à peu près partout parce que le ministère a fait des efforts et avec le Covid, on a un peu généralisé la PCR. Donc, on a tous les ingrédients pour dépister, pour traiter, mais moi, je ne veux plus traiter, je veux des enfants qui soient indemnes, donc dépistage chez les couples en âge de procréer. Donc, c'est justement mes remarques. Je lance la question à la salle. Quelqu'un qui veut poser des questions? Oui. Merci, Madame Chkroun. Madame Boussatani, je voulais te demander une question. Je vais te poser une question. La petite qui a eu l'IRM avec un syndrome d'écardie, très peu, moi je parle de moi, penserait devant un retard psychomoteur à une infection HIV. Elle existe, c'est ça, il faut y penser. Quel est l'élément qui vous a, parce que vous avez eu l'IRM qui parle, c'est classique, quel est l'élément qui vous a fait évoquer la possibilité d'une infection HIV, alors que vous avez un document en faveur d'eux? Merci. Okay.
Pour répondre au professeur Haj Khalifa, donc la recherche, l'étude génétique de l'écart Gouttière a été lancée, ce n'était pas en cours. D'ailleurs, ce n'est pas à la suite qu'on a eu la négativité. Mais c'était l'enfant qui était toujours à l'hôpital, pneumopathie RS. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à demander un test VIH. Le test rapide coûte 10 dirhams, il est disponible. Moi, je suis surpris par des bilans qui sont demandés, déficit immunitaire primitif, les IgA, les IgM, le typage lymphocytaire, tout ça, avant de commencer par un test qui est simple, un test rapide, vous l'avez devant les yeux, dans le quart d'heure. Et on a des possibilités de traitement. Donc, devant toute symptomatologie clinique qui suspecte, la première étape d'exploration des déficits immunitaires, c'est le VIH. Une thrombopénie, c'est révélateur de VIH. Une hémoglobine basse, un retard psychomoteur, un muguet persistant. Ça doit être quelque chose. Et malheureusement, le Maroc, on a un problème de sous-dépistage. Sur les trois objectifs de l'OMS, le premier objectif dépister le plus, c'est ça où on a le problème. Mais sinon, la charge virale indétectable, l'accès au traitement, on n'a pas de problème. Donc, tant que vous hésitez, tant que vous avez une suspicion, demandez le test parce que vous avez une possibilité de traiter et de découvrir aussi la positivité des parents et de la fratrie. Oui, vous avez... Oui. Oui, les dépistages dont vous parlez, rapides ou classiques, je voulais juste parler du faux positif et du faux négatif. Vous avez ces problèmes avec ce genre de problèmes qui peuvent arriver? Donc, merci, Dr Melhaoui. Donc, si j'ai compris, vous compris, l'avez signalé sur le cas où c'était positif et après il y avait deux... Là, c'était la particularité du nourrisson, parce qu'il y avait les anticorps de la maman, mais bien sûr, un test de dépistage, il accepte toujours des faux positifs et des faux négatifs. Mais je pense, comme elle a dit le professeur Benchkron, c'est un test qui ne coûte rien du tout. Et on a eu des cas, comme ça a été dit, qui ont fait le tour des médecins avec des études génétiques de déficit immunitaire primitif, alors qu'il suffisait juste de demander une sérologie VIH. Juste un petit rajout par rapport... Donc, c'est l'annonce du diagnostic. Ouais. Donc, nous, les pédiatres, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les VIH, on sait que c'est une spécificité de la pédiatrie infectieuse qui est particulière aux gens qui sont dans ce domaine. Donc, nous, quand on a... est-ce qu'on a le droit, nous, les pédiatres, d'annoncer le diagnostic? D'abord parce que c'est une annonce qui vraiment doit être très structurée, très étudiée. Oui. Et il faut choisir les mots par rapport au couple, par rapport à la maman, par rapport à toute la famille. Donc, effectivement, c'est une étape très importante, l'annonce. Et parfois, l'enfant est hospitalisé avec sa maman. Oui. Et on a cette transmission mère-enfant, que j'aime pas ce mot parce que je veux... dire que c'est une transmission verticale pour ne pas culpabiliser la mère. Et quand on fait le test chez l'enfant, on le découvre positif. Par la suite, on fait un test rapide chez la mère, elle est positif. Pour l'annonce, il faut convoquer les deux parents et leur expliquer que dans le cadre d'un bilan de déficit immunitaire devant votre enfant, on a trouvé un test et je fais comme semblant, comme quoi je ne connais pas la sérologie de la mère et je leur propose tous les deux de faire le test pour ne pas culpabiliser la mère. D'accord? Donc, ça, c'est des petites astuces. Mais pour l'annonce, il vaut mieux annoncer parce que vous allez commencer un traitement antirétroviral. Comment il va adhérer la personne qui va donner les médicaments et surtout les parents. Donc, l'annonce est une étape importante. Et vous parlez, on a un problème de double annonce. L'annonce aux parents et l'annonce à l'enfant. Quand est-ce commencer à annoncer à l'enfant? Et donc, tant qu'on commence tôt, tant que c'est bien. Et effectivement, nous aussi, on a une psychologue qui nous aide à l'annonce pour expliquer à l'enfant qu'il y a un microbe dans le sang et ainsi de suite. Et ça se fait progressivement en fonction de la compréhension de l'enfant avant d'arriver à la phase de l'adolescence qui est une phase de turbulence. Et à ce moment-là, on risque d'avoir des catastrophes si ça n'a pas été annoncé. Monsieur Mskini. Merci.
Moi, j'ai une question par rapport à la prise en charge de ce couple mère-enfant. C'est vrai, une fois on fait le diagnostic et on commence, nous, à demander facilement la sérologie HIV. Et une fois on a le diagnostic, on n'annonce pas le diagnostic, on vous l'envoie à professeur Benchkron pour pouvoir annoncer le diagnostic à la famille. Moi, c'est par rapport à ce couple mère-enfant, qu'en est-il de l'allaitement maternel? Est-ce qu'au Maroc, il y a un statut particulier de la maman pour pouvoir autoriser ou non cet allaitement maternel? Indiqué donc chez les mamans qui sont séropositifs. Tout statut confondu. C'est-à-dire, dans le cadre de la prévention transmission mère-enfant, nous, le Maroc, a choisi de ne pas allaiter parce que l'allaitement est une source de transmission du virus. D'accord? Donc, il a fait une prophylaxie à base de zidovudine toute seule ou bien à base de prophylaxie renforcée. On ne va pas le contaminer par le lait maternel en sursoit parce que nous, au Maroc, on n'a pas de problème de stigmatisation si la mère n'allaite pas. Dans les pays africains, une femme qui n'allaite pas avec une prévalence de VIH à 30%, ça veut dire elle est VIH. Donc c'est une stigmatisation. Nous, on n'a pas ce problème. On a l'accès à l'eau potable, à la différence des pays africains. Il y a un risque qu'ils meurent de diarrhée avant qu'ils ne meurent de VIH. Donc on a choisi l'allaitement artificiel. Là, un autre scénario, c'est lorsque l'enfant il est découvert positif avec une PCR charge virale positive, il est sous allaitement maternel, là il est contaminé. Donc pourquoi le priver de l'allaitement maternel? Vous voyez? Très bien, c'était ma question. Donc on garde l'allaitement maternel. Oui, mais il est contaminé, ça y est, c'est trop tard. Donc on ne va pas encore l'exposer à l'allaitement artificiel, les moyens de l'avoir et ainsi de suite. Donc c'est trop tard, il est contaminé. Donc on maintient l'allaitement maternel. Bon, s'il vous plaît, un petit complément. شنو هو البديل ديال الرضاعة؟ ماشي هو حليب الحك، هي المرضعة. قلبوا له على مرضعة. شكرا. Bon, on est dans le temps. Je remercie Madame Boussatani pour cet excellent exposé et je remercie l'Amicale de Fès d'avoir permis de discuter de cette thématique très importante. Et je passe la parole tout de suite à Madame Dini, à Monsieur Azami qui va présenter la prochaine présentation. Merci. Merci beaucoup. À mon tour de remercier l'Amicale des pédiatres de Fès. Il faut savoir une chose, pédiatre, c'est les médecins des enfants. Là, et je le dis, drari, ce n'est pas une notion péjorative dans la société marocaine. الدراري عندها واحد الأصل عربي اللي هما الضرر والضرر ça veut dire les perles. Et donc si vous demandez à une maman, il y a les perles اللي هما الضرر وكاين الجواهر اللي هما les pierres précieuses. Donc pour les enfants, pour les mamans, les enfants sont à la fois des pierres précieuses et des perles. Donc vous vous occupez des perles et des pierres précieuses de notre société. Donc c'est un point à mettre à vous dire. L'autre chose, c'est que c'est un rendez-vous incontournable, l'APF, et je suis toujours honoré d'être présent parmi vous, à l'Amicale des pédiatres de Fès. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être parmi mes amis en tant que modérateur, et je félicite les deux précédentes présentatrices qui ont fait un excellent travail.